Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Le champ du commerce équitable en France. 1. Les acteurs officiels du commerce équitable français. Le retard français. Il est difficile de dater précisément l'émergence de la pratique et du concept de commerce équitable. Les premières initiatives allant dans ce sens datent de l'immédiate après-guerre, notamment sous l'impulsion de l'ONG Oxfam. On peut néanmoins, pour simplifier, considérer que le mouvement du commerce équitable naît avec la création des premières boutiques magasins du monde. Les mouvements fondateurs, qu'on peut qualifier de tiers-mondistes, se développent d'abord aux Pays-Bas, en Suisse ou en Allemagne. La démarche commerciale est liée à des préoccupations de développement, de justice, d'information sur la situation au Sud ou tout simplement en réaction à certaines guerres et famines, Bangladesh, Biafra. Ainsi, aux Pays-Bas, c'est par une alliance de diverses ONGs avec des mouvements pacifistes sur le thème « Désarmer pour développer » que le mouvement prend corps autour d'une campagne canne à sucre qui s'institutionnalisera sous la forme des magasins du monde. En France, c'est avec l'appel de l'abbé Pierre, du retour du Bangladesh en 1971, que naît véritablement le mouvement de commerce équitable, par le moyen de l'Union des comités de jumelage coopération, UCO-JUCO, de laquelle sera issue la première boutique artisan du monde en 1974 à Paris. L'ancrage du commerce équitable dans les milieux chrétiens a d'ailleurs des conséquences pratiques aujourd'hui. Certaines entreprises ne souhaitent pas s'identifier à la démarche de commerce équitable, perçue comme un truc de curé. C'est donc dans les milieux tiers-mondistes qu'émerge cette pratique qui va rester relativement confidentielle jusqu'à la fin des années 90. Certes, les boutiques artisans du monde se multiplient, 17 en 1979, création d'une fédération en 1981, regroupant une centaine d'associations locales aujourd'hui. L'Association de solidarité pour les peuples d'Amérique latine, ASPAL, développe son réseau, 25 associations, et le label Max Havelaar pour la France est créé en 1992, mais c'est et surtout à la fin des années 90 que les choses semblent s'accélérer. D'après l'EFTA, European Fair Trade Association, In a country where fair trade has been relatively little known, the years 1998-99 seem to have been a turning point. 12. Cette accélération est perceptible à deux niveaux, dans les chiffres et dans l'exposition médiatique. La croissance du marché français est indéniable. Son taux de croissance entre 95 et 99 est de 13,6% 13 par an, et ce trend semble se prolonger pour les années suivantes. En outre, ce taux est calculé pour les organisations déjà établies et ne reflète pas l'apparition de nouvelles entreprises de commerce équitable. Il reste cependant inférieur à ceux de l'Italie et de l'Espagne, 17 et 31%. De plus, cette forte croissance ne signifie pas que les volumes sont importants. En France, le montant des produits vendus sous le label équitable s'élève en 2002 à 28 millions d'euros, dont 21 de produits labellisés Max Havelaar. En outre, dans les pays où le commerce équitable est un concept mieux établi, Suisse, Royaume-Uni, Pays-Bas, les taux de croissance sont plus modiques quand ils ne sont pas négatifs. La croissance au niveau européen, 3,3% entre 1995 et 1999, cache donc d'importantes disparités. Dans certains pays, l'EFTA considère qu'une sorte de seuil a été atteint et qu'il n'est pas possible de le franchir sans modifier les stratégies du commerce équitable. En termes de part de marché, seul le café a une importance significative en France. Les parts de marché du café Max Havelaar sont en croissance, mais le chiffre ne dépasse pas les 1%. Seule la Suisse avec 15% de bananes, 4% de thé et 3% de café équitable, et à un degré moindre les Pays-Bas, 4%, 0,5% et 2,5% pour les mêmes produits, offraient en 2000 des exemples où les volumes sont significatifs. L'autre moyen par lequel les organisations de commerce équitable cherchent à évaluer le chemin parcouru est la notoriété, mesurée par des sondages d'opinion. Par exemple, en Grande-Bretagne, 86% des consommateurs disent connaître le commerce équitable et 68% accepteraient de payer un prix plus élevé pour ces produits. En France, le premier chiffre s'élève à 32% en 2003 contre 9% en 2000. C'est probablement dans la capacité du commerce équitable à faire parler de lui,
malgré son faible poids économique, que réside le paradoxe le plus surprenant. Le fait que l'État, sous les gouvernements Jospin puis Raffarin, l'ait pris en compte dans ses champs d'action n'est pas anodin, car pour une personne chargée de ce dossier au niveau administratif, le commerce équitable, c'est peanuts. La plupart des quotidiens nationaux et régionaux lui ont consacré des articles, et le concept gagne en notoriété dans les guides de consommateurs ou dans les milieux du développement. Les campagnes de publicité menées par Max Havelaar ont contribué à une meilleure reconnaissance des produits. Enfin, certains groupes se penchent désormais sur les produits équitables, tant au niveau des marques, Malongo, le torréfacteur, que des distributeurs, Monoprix, Carrefour. L'explication du faible intérêt porté au commerce équitable jusqu'à maintenant peut se trouver dans le caractère relativement militant des groupes qui le pratiquaient, groupes naviguant notamment dans la mouvance tiers-mondiste, qui ne cherchaient pas à séduire un public de consommateurs. Mais c'est certainement dans les raisons positives que peut se comprendre l'engouement actuel pour la pratique. Le milieu se professionnalise et son attrait, qualité des produits, localisation et aménagement des boutiques, augmentent. Les crises alimentaires, vaches folles, fièvre afteuse, dioxine, la montée de la représentation d'un consommateur responsable ont favorisé l'initiative équitable, tout comme l'attrait pour le biologique, avec lequel le commerce équitable entretient des liens assez étroits. L'hétérogénéité du champ du commerce équitable français. Le milieu français du commerce équitable se décrit souvent, au sein des acteurs historiques, comme traversé par une coupure entre un courant alternatif dont le chef de file serait artisan du monde et un courant réformateur, avec Max Havelaar à sa tête. Sans nier toute pertinence à cette distinction, on peut dire qu'elle pèche par simplisme, notamment parce que les imbrications sont complexes, ainsi Artisan du monde distribue du café Max Havelaar. Autre clivage, celui qui séparerait le monde associatif du pôle privé du commerce équitable. Là encore, la distinction est problématique. Max Havelaar est une association, mais elle fournit des associations et des firmes privées. Il est opportun à ce stade d'aborder une tentative de construction d'un champ d'agents, au sens de Bourdieu, afin de nous doter d'un outil permettant d'établir la structure objective des relations entre les positions occupées par les agents et les institutions en concurrence entre eux. Le commerce équitable se compose d'un nombre assez élevé d'acteurs. Institutions publiques, États, institutions européennes, centrales d'importation, boutiques de distribution équitable intégrale ou partielle, associations, fédérations françaises ou européennes, grandes surfaces, associations de consommateurs. Face à cette abondance, il nous a semblé préférable de centrer l'analyse sur les acteurs qui non seulement se réclament du commerce équitable, mais qui en outre s'auto-légitiment par le biais d'outils communs. Nous sommes en effet dans un certain flou juridique quant à la définition de ce qu'est le commerce équitable. Ainsi, on sait qu'une grande surface comme Carrefour a pu réfléchir à la mise en place d'un logo Carrefour équitable. On prendra donc pour base de départ la définition donnée par l'organe commun aux acteurs du commerce équitable, la PFCE. Celle-ci fixe un nombre très précis de critères à l'entrée dans la plateforme et définit une charte commune. Notre propos n'est pas ici d'analyser ces critères, mais de considérer que les acteurs du commerce équitable sont les membres de la PFCE. De ce fait, nous éliminons les organisations publiques de ce champ, tout en gardant en mémoire le fait que leurs actions se répercutent sur le champ. Si les acteurs du commerce équitable peuvent manifester, vis-à-vis des champs extérieurs, mais aussi en matière d'analyse des situations, une certaine homogénéité, on ne peut pas vraiment dire que dans leur champ propre, leurs pratiques institutionnelles correspondent au discours qu'elles sont censées promouvoir. Ainsi, l'absence d'entraide entre acteurs est manifeste. Jamais il n'y a eu de soutien à un acteur en difficulté de la part des autres, nous confie M. Besson, d'Andine. Quant à parler d'une seule voix, les acteurs de la PFCE n'ont pas l'habitude de négocier. Ils changent d'opinion en séance plénière alors qu'il y avait eu des positions établies au cours des réunions préparatoires, soupire une salariée de la PFCE. Pour être en mesure de construire un champ, c'est-à-dire réaliser une topologie sociale, Bourdieu, 1984, page 3, il nous faut identifier les principes de différenciation ou de distribution constitués par l'ensemble des propriétés agissantes dans l'univers social considéré, c'est-à-dire propres à conférer à leurs détenteurs de la force, du pouvoir dans cet univers, ibidem. Concernant le micro-champ du commerce équitable que nous nous proposons de construire,
Il nous semble important d'utiliser des critères de différenciation assez précis et liés aux enjeux actuels. De ce fait, la distinction par le critère de détention de capital, économique, culturel, social, symbolique, aurait un intérêt certain, mais risquerait de faire la part belle aux grosses organisations, notamment ADM, alors qu'une approche dynamique pourrait par exemple souligner les remises en question par les autres acteurs de ces positions. Par conséquent, notre démarche consiste davantage à définir les critères de différenciation au sein du commerce équitable au regard des nouveaux enjeux de cette pratique, quitte, dans un second temps, à analyser les rapports de force sous une forme plus figée. On présentera donc dans un premier temps notre construction propre, puis on mettra l'accent sur les facteurs d'unification et les points de friction internes au champ. Les deux temps de la démarche auraient pu être inversés, mais il nous semble plus intéressant de se donner une représentation modeste comme point de départ pour être à même de la relativiser par la suite. Le champ restreint du commerce équitable et ses principes de construction. Le principe de la professionnalisation. Le premier principe de distinction qui nous semble pertinent est lié à ce qu'on pourrait appeler la professionnalisation. Nous n'entendons pas par là utiliser un jugement de valeur, mais décrire une certaine forme d'engagement. Le degré de professionnalisation est lié, dans notre grille, au caractère plus ou moins direct qu'a l'implication dans le commerce équitable, avec ses conséquences matérielles et financières sur la vie courante. Pour faire simple, il faut rappeler que la situation des acteurs vis-à-vis de leurs pratiques varie énormément selon le niveau d'implication dans celle-ci. Ainsi, il nous est difficile d'analyser de la même façon le discours d'un bénévole occasionnel d'une des boutiques d'artisans du monde, et celui d'un jeune entrepreneur du commerce équitable, montant sa propre structure et ayant à en supporter les risques financiers. Si pour ce dernier, le commerce équitable s'écroule, les retombées matérielles risquent de peser fortement sur sa vie privée, le bénévole occasionnel ne connaîtra pas vraiment ce problème. Cet aspect nous semble suffisamment central et récurrent au sein du commerce équitable français, pour qu'il puisse nous aider à délimiter notre champ. Surtout, cette distinction est d'autant plus pertinente qu'elle permet un parallèle avec les producteurs du Sud. Les entrepreneurs de commerce équitable rappellent qu'en adoptant cette démarche d'entreprise, ils créent ainsi ce qu'on pourrait appeler une communauté de destin avec leurs partenaires. Dans cette approche, les entreprises comme Andine, Sirakura, Boutique Éthique ou Alter Eco sont, ou ont été assez clairement confrontées à des préoccupations pressantes de viabilité économique. À l'autre bout de la chaîne, les réseaux de distribution comme Artisans du Monde, les bénévoles d'Artisanat Sel ou les sympathisants d'Ingénieurs sans frontières, ISF, n'ont pas ce niveau d'inquiétude, même si les préoccupations liées au quotidien sont importantes. Restent les cas de deux organismes qui ont des intérêts assez particuliers au sein du commerce équitable. La PFCE, en tant qu'organisation, a tout intérêt au développement massif du commerce équitable. Comme le dit son représentant Thomas Caramar, nous vivons du commerce équitable. Cet aspect est encore plus présent chez Max Havelaar France. En tant que labellisateur percevant un droit sur chaque paquet, thé, café, vendu, cette organisation est manifestement celle dont les objectifs semblent a priori très liés à une augmentation des débouchés. Ces deux organisations sont cependant largement financées par des subventions publiques. Le niveau de risque nous paraît donc inférieur. Il nous semble bon de rappeler que, dans notre analyse, cette professionnalisation n'est pas intrinsèquement liée à une plus grande qualité de la pratique du commerce équitable. Comme le rappelle la présidente d'Artisans du Monde, on peut être professionnel dans le travail que l'on accomplit, tout en restant bénévole au niveau juridique. Si on souhaitait représenter spatialement cet état de fait, non pas en tant que données scientifiques, mais comme outil pour l'analyse, on obtiendrait un schéma qui serait à peu près le suivant. Figure 1. La professionnalisation variable du champ français du commerce équitable. Source PFCE 2001 et Entretien. On peut noter que les nouveaux arrivants au sein du commerce équitable ont tendance, Sirakura, commerceéquitable.com, à se constituer d'emblée comme SARL. S'il est probablement vain de réifier une distinction entreprise-association, celle-ci a néanmoins une pertinence. Les entreprises ont tendance, d'une part, bien qu'elles s'en défendent, à stigmatiser un fonctionnement quelque peu frileux des associations,
D'autre part, à comparer les avantages que celles-ci peuvent retirer de leur statut juridique par rapport à celui de l'entreprise, qui ne peut pas utiliser de bénévoles par exemple. Bref, nous pouvons conclure, malgré ou à cause des multiples démentis, du type « il n'y a pas de problème, nous sommes tout à fait complémentaires », que cette distinction a au moins une valeur heuristique. Cette première représentation n'est néanmoins pas suffisante en soi. On ne saurait donner une représentation d'une activité uniquement par le degré d'implication de ceux qui s'y adonnent. Second principe de distinction, entre militantisme et pôle marchand. Il nous semble pertinent de proposer un autre axe de distinction, lequel permettrait d'évaluer le poids respectif de deux des pôles constitutifs de l'économie solidaire, c'est-à-dire le pôle du marché et celui de la réciprocité, entendu dans un sens précis, en l'occurrence la dimension militante, implication dans les actions collectives, compréhension des enjeux généraux du commerce équitable. Pour cet axe, on raisonnera en termes relatifs. Le point O 0,0 correspond au point d'équilibre. Dimensions militantes et marchandes sont en quelque sorte d'égale importance. À droite de l'axe, la dimension marchande est prédominante. À gauche de celui-ci, c'est la dimension militante qui nous semble primer. On aura ainsi une représentation de la sorte. Figure 2, entre réciprocité et marchandisation. Source PFCE 2001 et entretien. La place de Solidaremonde sur cet axe peut surprendre. La raison peut en être la suivante. En tant que centrale d'importation d'artisans du monde, elle est davantage liée à la gestion pratique des situations. La quasi-impossibilité d'entrer en contact avec ses responsables et leur façon de considérer les autres importateurs davantage comme des rivaux que comme de possibles alliés, nous semble néanmoins révélateur d'une dimension militante qui s'efface au détriment d'intérêts propres. La dissociation des dimensions associatives et commerciales y semble plus marquée que pour des structures comme l'ASPAL et son bras Artisal, qui restent liés au moins géographiquement, locaux administratifs identiques. Après synthèse des deux critères utilisés, on obtient la situation suivante. Figure 3. Essai de représentation spatiale du champ du commerce équitable français. Les autres critères déterminants pour identifier les positions objectives des acteurs entre eux sont liés à la possession de capitaux, économiques, culturels, sociaux pour reprendre les termes de Bourdieu. Tableau 1. Quelques données financières sur le commerce équitable français. Source PFCE et entretien. En termes de chiffre d'affaires et du nombre de bénévoles, Artisans du monde apparaît comme le point nodal du commerce équitable français. Néanmoins, les chiffres ne rendent pas compte de l'importance de l'association Max Havelaar. L'introduction de cafés labellisés MH en grande surface lui donne une forte lisibilité auprès du consommateur. En 2002, 75% des produits du commerce équitable sont sous label Max Havelaar. En outre, la tendance actuelle est à une croissance rapide, presque 100% de croissance sur le thé sur les 6 premiers mois de 2003 par exemple. En investissant les grandes surfaces et en menant des campagnes de promotion dynamiques, Max Havelaar s'est doté d'une forte légitimité. En matière de capital financier, Artisans du monde draine environ la moitié du chiffre d'affaires total du commerce équitable. Mais si on considère désormais le poids du café Max Havelaar en grande surface, le poids indirect de Max Havelaar France est loin d'être négligeable, même si son budget ne dépasse pas 2 millions d'euros. On peut noter qu'il y a une forte dépendance de certains organismes aux subventions publiques, MH et la PFCE. Or ce sont précisément deux organes qui occupent des positions stratégiques dans le champ du commerce équitable. En termes de lisibilité pour le premier, de légitimité pour le second. Tableau 2. Illustration de la diversité du champ français du commerce équitable. Source PFCE 2001 et entretien. En matière de ressources informationnelles, de capacité à se tenir au courant des évolutions, de détenir l'information pertinente, les disparités sont importantes. La PFCE se voulait d'ailleurs un lieu de circulation de l'information entre les différentes parties. Il nous a nettement semblé que malgré cela, les degrés d'information étaient extrêmement variables entre les acteurs. Les nouvelles entreprises de commerce équitable, qui sont limitées au niveau de leur taille, semblent parfois assez peu au fait d'évolutions importantes. Certains ignoraient l'élection d'un nouveau président de la PFCE par exemple. Les dirigeants d'Artisans du monde et de Max Havelaar
sont les plus capables de produire un discours assez cohérent en matière de communication. Les facteurs de cohésion du commerce équitable. Malgré les disparités que nous avons soulignées, une analyse du champ du commerce équitable doit rendre compte des facteurs d'unification. Comme nous l'avons évoqué en introduction, le commerce équitable, en tant que champ resserré, se définit notamment par rapport aux acteurs traditionnels du commerce, grande surface, petite distribution, que ce soit en opposition ou par des formes de collaboration. La défense d'intérêts communs peut s'expliquer en termes matériels, accès à des subventions publiques par exemple, ou symboliques, rejet du mode de consommation dominant. Sans être exhaustif, on peut montrer que certains facteurs jouent un rôle important dans la construction d'une entité commerce équitable face aux autres acteurs. La plateforme pour le commerce équitable. Le premier facteur est la structure de la PFCE. Sa mise en place a été difficile, notamment parce que certaines organisations ne voyaient pas l'intérêt de son existence ou refusaient une officialisation de son statut juridique. La création de cet espace de dialogue a eu le mérite, et les petites organisations soulignent tout ce point, de mettre autour de la même table Artisans du Monde et Max Havelaar. Après quelques années de fonctionnement, la PFCE est désormais chargée de la défense du concept commerce équitable, face aux multiples tentatives de récupération, la communication étant laissée à l'initiative des membres. Les salariés de la PFCE déplorent l'absence d'implication des membres dans les débats internes, notamment les plus petites structures, lesquelles dénoncent en retour la mainmise d'un directoire composé de Max Havelaar, du CCFD et de la Fédération ADM sur son fonctionnement. En outre, la PFCE ne fait pas de commerce et certains acteurs déplorent l'existence d'une structure bureaucratique de plus, alors que le commerce équitable est censé limiter les intermédiaires. Néanmoins, comme le dit Escaron d'Arteija qui souhaite y adhérer, c'est aujourd'hui une référence pour obtenir une certaine reconnaissance de ce que l'on fait, pour être contacté pour faire des expositions, des salons. Des analyses communes. Les acteurs du commerce équitable sont conscients du danger qui les guette, que ce soit une récupération abusive du concept par des acteurs peu scrupuleux ou le risque d'un scandale qui rejaillirait sur l'ensemble de la pratique. Mais depuis l'introduction de produits équitables en grande surface, il existe une véritable scission stratégique au sein du commerce équitable. La question du manque de débouchés et du manque de lieux de distribution des produits, qui était le problème central du commerce équitable en France, ne peut plus s'aborder de la même façon. Max Havelaar n'a plus franchement besoin de la collaboration des petites structures. Pour celles-ci, le problème demeure, notamment devant les échecs des projets de boutique, fermeture de la boutique Artisans du Soleil, échec des essais de boutiques collectives par exemple. On peut cependant dire que l'ensemble des acteurs tend à s'accorder, pour le déplorer ou s'en féliciter d'ailleurs, sur le fait qu'une marchandisation accrue est à l'œuvre dans leur champ. Cela semble à peu près évident pour les nouvelles structures qui en sont le fer de lance, boutiques éthiques, mais ceci est aussi décelable dans les analyses d'artisanat sel ou chez les salariés ou bénévoles d'Artisans du Monde. Ces derniers identifient d'ailleurs dans cette évolution une sorte de remise en cause de leur rôle traditionnel, et ne la voient pas forcément d'un bon œil. En outre, la stratégie des grandes surfaces a mis la puce à l'oreille à l'ensemble des acteurs. Le commerce équitable a changé d'échelle. Les critères de dissension. Nous nous proposons ici de relever les critères qui nous semblent être les mieux à même d'expliciter les différences au sein du champ étudié. Une forte diversité, activités, statuts, produits. Les acteurs du commerce équitable ne font pas tous la même chose. Les tâches sont diversifiées, parfois compatibles entre elles et on peut identifier des membres de la PFCE qui ne font pas du tout de commerce équitable. On peut utiliser une typologie simple. Les importateurs travaillent en relation avec les producteurs du Sud. Solidarémonde et Artisal, respectivement liés à Artisans du Monde et Aspal, se cantonnent à ce rôle, alors que Artisanat Sel, Andine, Artisans du Soleil, Azimuts Artisans du Népal et Alter Eco sont aussi détaillants. Artisans du Monde et boutiques éthiques sont des boutiques de distribution, mais contrairement à la typologie qu'en fait la PFCE sur son site internet, il nous semble qu'Artisans du Monde, au moins en tant que fédération, peut aussi être catalogué association de promotion, tout comme Aspal et Eshop, échange pour l'organisation et la promotion des petits entrepreneurs.
Max Havelaar est un organisme de labellisation. Enfin, des organisations comme le Comité catholique contre la faim et pour le développement et ISF sont davantage des sympathisants, associations de solidarité internationale, qui ne font pas directement du commerce équitable. On constate donc qu'une même organisation peut revêtir différentes casquettes. Prenons un exemple, Sirakura, entreprise stagiaire à la PFCE, est importateur et détaillant, possède une boutique à Paris. ISF a été à l'initiative de la création de Max Havelaar France, mais il est cependant assez curieux de retrouver au sein de la PFCE une structure dont les membres reconnaissent que nombre de leurs projets ne s'inscrivent pas dans le long terme alors même que c'est un principe déterminant du commerce équitable. Cette différence entre les activités réalisées se double en outre d'une variété de statuts juridiques. Ainsi coexistent des associations et des entreprises. Les entreprises ne sont pas juridiquement autorisées à utiliser des bénévoles ou à recevoir des subventions, ce qui crée un clivage entre les deux types de structures. Néanmoins, on peut noter que les structures du commerce équitable arrivent souvent à se dédoubler. Ainsi, Solidaremonde est la centrale d'importation d'Artisans du Monde, actionnaire à environ 33%, les boutiques de ce réseau devant distribuer au moins 75% de produits de cette centrale. De la même façon, Artisal est le bras marchand d'Aspal et Artisans du Soleil est lié à Eshop. Pour sa part, Artisanat Sel a été créé en descendance directe de l'association protestante Service d'entraide et de liaison, SEL. Il faut souligner une autre coupure qui peut a priori paraître anodine, mais qui est en fait relativement structurante. C'est celle qui concerne les produits commercialisés. Les produits alimentaires sont ainsi l'objet exclusif de l'attention de Max Havelaar. À l'opposé, des structures comme Sirakura se concentrent sur l'artisanat, 80% du CA, tout comme Boutique Éthique, Artisans du Soleil, Aspal et à un degré moindre Artisans du Monde, qui lui donnent priorité. Pour AF10, d'Artisans du Monde, il ne faut pas être étiqueté épicerie équitable, probablement parce que c'est ce créneau alimentaire que les grandes surfaces peuvent tenter de développer. La position sur l'introduction en grande surface. Le point de vue porté sur l'introduction en grande surface est un discriminant essentiel à nos yeux dans la compréhension du champ du commerce équitable. Les chauds partisans de l'introduction en grande surface ont été Max Havelaar et Alter Eco. L'argument des débouchés pour les producteurs a été évidemment mis en avant, notamment parce que la situation mettait clairement en relief la difficulté de développer le commerce équitable par ces réseaux traditionnels. Beaucoup voient dans cette introduction un complément nécessaire à l'action plus traditionnelle du CE. Pour Sirakura et Boutique Éthique par exemple, il n'y a pas d'objection majeure si l'information est bien faite. Artisanat Sel perçoit clairement les risques de récupération, mais reste attaché à l'ouverture considérable de débouchés. Chez Arteija, si on croit plutôt aux actions de proximité, et si on considère que le concept pâtit de l'introduction, vu les marges habituelles des grandes surfaces, on y voit quand même un aspect positif dans le développement de la notoriété du commerce équitable. Enfin, on distingue un discours clairement opposé à cette situation. Il est très net chez Andine, Aspal, Eshop et chez certaines personnes d'Artisans du Monde. Les grandes surfaces y sont stigmatisées comme représentantes d'un certain type de système marchand orienté vers le profit, capitaliste en somme. Le commerce équitable risque en outre de lui apporter une caution morale. Normalisation, marchandisation et professionnalisation. La normalisation est un des thèmes clés du débat. Là encore, nous y reviendrons largement, mais il est intéressant de voir que la PFCE semblait avoir réussi à dégager l'unanimité sur ce thème. L'idée de créer une norme à vocation internationale, sur les produits, a semblé inacceptable autant qu'inopportune aux acteurs du commerce équitable. Certains se prêtent de mauvaise grâce aux négociations sur une norme AFNOR. Par contre, l'idée d'un contrôle sur la filière commerce équitable rencontre une approbation quasi générale. Marchandisation et professionnalisation sont deux processus dont on a pu voir qu'ils étaient en général clairement identifiés par les acteurs. Cependant, l'analyse du regard de ceux-ci sur ces évolutions, en termes de jugement de valeur, permet de poser le problème du commerce équitable en des termes plus vastes que précédemment et notamment d'aborder la problématique de la récupération possible de la pratique par le système capitaliste.
On touche là à des sujets délicats. Il est en effet difficile pour les jeunes entreprises de commerce équitable, qui veulent faire fi des obstacles au développement de la pratique, notamment le poids des routines dans les associations, de s'autodéfinir comme des vecteurs d'introduction du système capitaliste au sein d'une pratique qui se prétend au minimum réformatrice, voire parfois alternative. On peut distinguer chez certains un discours critique, artisanat sel, ou tout du moins sans complaisance, andine, sur le bénévolat et son manque d'efficacité en termes de vente. D'autres comme Artisans du Monde soulignent que dans le commerce équitable, le lien social créé est plus important que la vente réalisée, même si on souhaite par exemple mieux former les bénévoles. Les habitués des boutiques peuvent témoigner du trouble causé aux bénévoles assez âgés par l'informatique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.